En psychologie, on vous apprend que chaque être humain a des systèmes de croyances, ce qu'on appelle des cadres. Je demande toujours aux gens, est-ce que vendre, c'est quelque chose que vous faites aux gens ou quelque chose que vous faites pour les gens? Vous voyez la différence? Jérémy Mineur, l'un des meilleurs vendeurs au monde, avec plus de 2 milliards de dollars de ventes, a réussi en écoutant mieux, pas en parlant plus. Il est passé d'une vie de chèque en chèque à 20 ans à mener la révolution silencieuse dans la vente à 30 ans. Stratégie pour le B2B ou le B2C afin de commencer à découvrir ces choses-là. C'est votre formulation et votre ton dans les questions. On peut voler le contenu de quelqu'un, mais pas son expérience. La plupart des commerciaux qui vendent sur Zoom font des erreurs critiques. Ils sont vraiment mauvais. Transformer des tactiques dépassées en quelque chose d'élégant et d'efficace. Il enseigne aux grandes marques comment vendre sans vendre, mais tout a commencé par une prise de conscience. Les meilleurs vendeurs amènent leurs prospects à se convaincre eux-mêmes. Si vous êtes sur Zoom et qu'ils ne voient que le haut de votre corps, sans voir le reste, inconsciemment, vous leur communiquez que vous pourriez cacher quelque chose. Vous voulez qu'on voit à partir du nombril vers le haut. Nous appelons cela la zone de confiance. La réussite est un choix personnel. Vous êtes le seul à décider si vous allez réussir ou non. Où ton histoire a-t-elle débuté? Les défis rencontrés dans la vente, les emplois qui n'ont pas fonctionné et comment ça s'est finalement conclu? Oui, donc je suis allé à l'école j'allais soit devenir psychologue, soit psychiatre. J'ai toujours été fasciné par le cerveau humain et pourquoi les gens font ce qu'ils font, comme pourquoi quelqu'un dit non alors qu'un autre dit oui. Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est ce qui m'a toujours intrigué, c'est fascinant pour moi. J'ai choisi la voie de la psychologie parce que je ne voulais pas faire 8 ans d'études de médecine. Pour être psychiatre, il faut faire 8 ans d'études parce qu'il faut pouvoir prescrire, tu sais, des médicaments contre la dépression et tout ce genre de choses. Donc en psychologie, on t'apprend que chaque être humain a des systèmes de croyances, n'est-ce pas? Nous appelons ça des cadres. Tu as déjà entendu parler de cadrage ou de recadrage, comme en programmation neurolinguistique? J'ai entendu parler d'Oren Klatt. Oui, d'accord. Ouais, j'ai lu un de ses livres. Pitch Anything. J'aime bien ce livre, il est vraiment bon. Il parle du cadrage de statut, j'aime bien ça. Donc le mot cadrage et recadrage, tu sais, ça ne vient pas d'Oren. Il sait que ça ne vient pas de la programmation neurolinguistique. En fait, ça vient de Sigmund Freud, ça vient de Milton Erickson, ça vient d'Eric Erikson. On parle de psychologue, tu sais, il y a 120 ans. Tu vois, comme Freud par exemple, disons que si j'ai un patient, votre patient a des croyances qui le poussent à vouloir mettre fin à ses jours par suicide. C'est son système de pensée actuel. Comment aides-tu les gens? Pour les aider à sortir de ce système de croyances, il faut procéder à un déconditionnement. D'accord, déconditionnement. Je les fais sortir de leur façon de penser actuelle. Ensuite, je vais les reconditionner dans un nouveau système de croyances ou cadre. C'est ce qu'on m'a enseigné à l'école, à un niveau élevé. J'ai sûrement pris cela bien plus au sérieux que la majorité des autres élèves. Parce que j'achetais tous les cours que je pouvais, j'allais à des séminaires le week-end, tu sais, pour apprendre tout ça parce que ça me fascinait. Et je me suis marié, je suis divorcé maintenant, mais je me suis marié quand j'avais genre 21 ans. J'étais encore à l'école et je jouais aussi au baseball. Et là, j'allais avoir un enfant, donc je me suis dit, oh là là, il faut que je gagne de l'argent. Alors, je suis allé à cette sorte de réunion de recrutement. Pour faire court, j'ai été embauché. C'est uniquement à la commission, donc ils embauchent tout le monde. Si tu es juste un corps dans la salle, tu es embauché, tu vois. Il y avait genre 300 personnes là-bas. 300 personnes sont embauchées. Quel type de système de sécurité domestique? Comme des alarmes. J'étudiais dans l'Utah où c'est une grosse industrie. Le porte-à-porte y est très répandu. Donc ils m'ont envoyé à Boise, dans l'Idaho, cet été-là, et tu sais, les 6 à 8 premières semaines. J'étais vraiment nul et je ne faisais que suivre leur script. On nous a donné des livres écrits par des gourous de la vente disant « La vente, c'est un jeu de chiffres, le cliché. Il faut toujours conclure, car les acheteurs sont des menteurs. » C'est ça le truc. Et ils disaient des trucs du genre « Tu dois parler à, tu dois frapper à 100 portes pour faire une vente. » C'était leur truc et je me demandais simplement pourquoi. Je remets constamment tout en question dans ma tête. Je me disais « Mais pourquoi dois-je parler à 30 personnes pour conclure un seul contrat ? Pourquoi je ne pourrais pas parler à 10 personnes et conclure 8 contrats ?» Après avoir essayé leur méthode pendant 6 ou 7 semaines, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Il y avait beaucoup de rejets et je ne faisais presque aucune vente. Je suis sans revenu, je dois agir, parce que ce n'est jamais de ma faute, ça n'a aucun sens.
Je voyais littéralement que la façon dont il te faisait parler au début était provocante. Ma perspective était de passer en mode combat ou fuite. C'est ainsi que fonctionnait mon cerveau. Je me dis, je vois, bien sûr on étudie le système nerveux, donc je peux voir leur système nerveux être déclenché par ce que je dis. Donc j'avais probablement un avantage injuste sur la plupart des commerciaux parce que, tu vois, je savais juste, genre, oh, je pouvais voir à leur tonalité qu'ils étaient incertains. Là, je pouvais voir à leur système nerveux que je venais de les déclencher avec ce qu'on m'avait appris à dire. Donc je commence à appliquer ce que j'apprends ici, tu sais, au niveau de la psychologie. J'ai commencé à réaliser un grand nombre de ventes, vraiment beaucoup. Cette première année, j'ai fini meilleur vendeur dans l'entreprise. Il n'y avait qu'environ 300 commerciaux là-bas, mais certains étaient là depuis des années. Vous voyez, et j'aimais ça, ils étaient là à se demander « c'est qui ce gamin? D'où il sort ce gamin ?» Et c'est un peu comme ça que tout a commencé. Et ensuite, j'ai continué, donc j'ai fait ça pendant 5 ans avec une entreprise. C'est maintenant appelé Vivint, si vous suivez le Utah Jazz. Ils jouent au Vivint Center, une énorme entreprise aujourd'hui. Ensuite, je suis passé à la vente B2B et au service de secours, où j'ai bien réussi. Par la suite, je me suis lancé dans le marketing de réseau avec succès, avant de me mettre à vendre des événements financiers haut de gamme. Et j'ai eu une carrière de 18 ans dans la vente. J'ai pris ma retraite en 2018, puis j'ai lancé 7 bulles en 2019. Voilà. Donc, ces principes ont fonctionné dans tous les secteurs. Eh bien, apparemment, oui. Ça fonctionne avec le comportement humain. Quand tu parles, les gens se demandent si ça marchera pour ce qu'ils vendent. Ça ne marchera que si tu parles avec des humains, n'est-ce pas? Parce que tu vois, ma façon de voir la vente est un peu différente, tu sais. Je demande toujours aux gens, est-ce que vendre, c'est quelque chose que tu fais aux gens ou quelque chose que tu fais pour les gens? Tu vois la nuance. D'accord, je le fais pour eux, parce que si je ne peux pas communiquer et présenter mon message de la meilleure façon, ça veut dire que leurs problèmes restent les mêmes et rien ne change jamais. Quand ils n'achètent pas, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. En tant que vendeur, c'est ma responsabilité. Je m'en occupe pour eux. Je ne le fais pas contre eux. La plupart des vendeurs l'ont appris. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est leur problème. La plupart des vendeurs ont appris qu'ils font ça à la personne, comme s'ils essayaient de la manipuler, qu'ils essaient, vous savez, de la pousser pour pouvoir gagner de l'argent. Et c'est pour ça qu'ils restent moyens. Moi, je le fais pour eux. D'accord. Donc, vous savez, je suis un grand fan de Tony Robbins. Maintenant, vous savez, Kayla et moi sommes allés à... Son événement Date with Destiny s'est tenu en Floride en décembre dernier. Confirmez que c'est exact. Tony Robbins a été l'une des premières influences. Je l'avais déjà vu sur YouTube, mais c'était la première fois que j'assistais à l'un de ces événements. Oh, donc très récemment. Très récemment, ouais. Mais il m'a influencé dès le tout début parce que je me souviens être monté dans un van un soir, environ 2 mois après avoir commencé à vendre ma première année, et ce jour-là, je n'avais fait aucune vente. Donc je n'ai rien gagné. Et mon manager, tu sais, il s'appelait Zane. Il avait ses cheveux blonds et bouclés. Il met le CD, tu sais, à l'époque, on avait des CD, c'était il y a 20 à 24 ans. Je me souviens encore de Tony Robbins. Il a dit « Vous échouerez, tout simplement parce que vous n'apprenez pas forcément les bonnes compétences. Tu échoueras si tu n'apprends pas les bonnes compétences. » Je me suis dit qu'il fallait que j'en apprenne. Parce que tu t'es déjà demandé pourquoi des commerciaux vendant la même chose, d'accord, au même prix, tu sais, au même prospect, en utilisant le même script, comment ils obtiennent des résultats complètement différents. Je n'ai jamais pu comprendre, et la plupart des gens non plus. Ils font la même chose, mais c'est la façon dont ils posent les questions, c'est la façon dont ils se présentent. Ils déclenchent le système nerveux de l'autre, ils les amènent à baisser leur garde. Parce que je peux dire les mêmes choses sur un script, mais je peux obtenir un résultat complètement différent selon ma tonalité. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour revenir à Tony Robbins, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est qu'il doit y avoir cette connexion émotionnelle qui doit se produire. D'accord. Et je me souviens que lorsque j'ai commencé à maîtriser ça en faisant du porte-à-porte, je n'ai jamais eu de gens qui me claquaient la porte au nez parce que je savais comment les amener à baisser leur garde très, très rapidement. D'accord. Techniques de désamorçage. Alors, quand je suis passé de la vente au consommateur à la vente en entreprise B2B, on vous offre un système d'alarme gratuit. Vous payez 100 $ pour l'activer, puis 50 ou 60 $ par mois. Ensuite, j'appelle des entreprises du Fortune 1000. Je concluais des contrats de 5 millions de dollars, mais les principes restaient les mêmes pour moi. Dans n'importe quel secteur où je vendais, j'avais seulement besoin de connaître les réponses à certaines questions.
J'ai été interviewé par le vice-président des ventes ou le directeur commercial. Quels sont les problèmes des prospects à qui vous parlez? Quels sont leurs 5 principaux problèmes que votre solution résout? D'accord, donc j'ai ça. Je comprends. Ensuite, je dois identifier les conséquences pour le prospect si ces problèmes persistent. Et ensuite, je dois comprendre en quoi votre solution résout ces problèmes. Une fois que j'ai compris ces 3 choses, il est facile de rédiger les questions à poser pour ce secteur. Je crois beaucoup au script, mais plutôt comme un cadre. Tu sais, comme les acteurs et actrices d'Hollywood, tout ce qu'ils disent est entièrement scénarisé, bien sûr. Est-ce que ça sonne comme un script? Non, pas du tout, justement à cause de leur langage corporel, leur tonalité et leurs expressions faciales. D'accord, donc tu dois avoir un script de vente, un cadre, mais tu ne dois pas rester là à lire le script comme un robot monotone, parce que ça va sembler bizarre. En effet, vous devez être en mesure de comprendre les motivations psychologiques qui sous-tendent vos interrogations. Ainsi, lorsque le prospect répond à leur réponse, tu dois immédiatement savoir comment ajuster les prochaines questions en fonction de ce qu'ils disent. Si tu ne le fais pas, ils n'auront pas l'impression que tu les comprends. Et s'ils ne sentent pas que tu les comprends, ils vont rester en surface, ils n'achèteront pas. Tony Robbins parle beaucoup de ça. J'aime approfondir encore plus cette connexion émotionnelle. Pour influencer au plus haut niveau, tu dois maîtriser la façon de te connecter émotionnellement avec cette personne, que tu sois en train de vendre en tête-à-tête à 8 décideurs ou à 1000 personnes sur une scène, pour qu'ils sentent que tu comprends leurs besoins, leurs désirs, même leurs peurs, sans pour autant adhérer à leur histoire. D'accord. Maintenant, c'est quoi les histoires des prospects? Je dois y réfléchir, c'est toute une histoire. Nous n'avons pas le financement maintenant, c'est une histoire. Je ne peux pas y adhérer, car si je le fais, je ne leur apporte aucune valeur puisqu'ils n'achètent pas. Je ne résous pas leurs problèmes, ni ne les amène à destination, mais je dois créer un lien émotionnel avec eux. Et je me souviens quand je suis entré dans le B2B, ils disaient « Tu ne comprends pas, Jérémy. Tu sais, ces prospects veulent juste des faits. Tu parles à leurs équipes financières, juste des chiffres. » Je disais « Ah d'accord, donc ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas encore appris à leur faire baisser la garde, à les mettre suffisamment à l'aise pour qu'ils s'ouvrent à vous et vous disent quels sont les vrais problèmes. » Au final, tu vends à des humains. Ils veulent garder leur emploi, impressionner leur patron, obtenir une prime, une augmentation, une promotion. Ce qu'ils achètent chez toi peut les y aider dans une certaine mesure. Comment faire le lien avec ce qui les intéresse réellement? Et aussi, c'est intéressant, quand j'étais dans la vente, on savait plus ou moins en surface que si tu résolvais vraiment les problèmes personnels de la personne, elle allait te soutenir pour résoudre les problèmes de l'entreprise, mais pour raccourcir le cycle de vente, il s'agissait toujours de trouver l'intention. Donc, il fallait toujours trouver quelqu'un qui cherchait déjà ta solution au lieu d'y aller à froid. Je n'avais jamais entendu parler d'utiliser une connexion humaine pour raccourcir un cycle de vente, ce qui a vraiment du sens quand on y pense comme ça, parce qu'on nous disait toujours que si tu te concentres sur la qualification correcte des prospects, mon Dieu! Tu ris, mais ils t'ont vraiment appris Budget Authority Need Timing? Oh mon Dieu! C'est ça mon problème. Ils ont tenté de me l'enseigner quand j'ai débuté en B2B et je trouvais ça... Je vois tellement de failles là-dedans. Je me dis, tu leur demandes quel est leur budget dans les 5 premières minutes d'une conversation, avant même qu'ils sachent quels sont les vrais problèmes. Comment peuvent-ils connaître leur budget pour des problèmes qu'ils n'ont pas encore identifiés? Tu suggères que ces prospects comprennent leurs vrais problèmes dès le début de la conversation. Peu probable, personne ne le fait. Ils peuvent comprendre qu'ils ont un seul problème, et c'est ça le problème avec la plupart des formations en vente. Elles t'apprennent que le prospect te dit un problème et ensuite tu commences à vendre pour ce problème-là. Le truc, c'est que les prospects ne savent pas ce dont ils ont besoin. C'est comme une analogie, tu vois. Tu te réveilles un matin avec un mal de tête de fou, une grosse migraine. Et tu te dis, il me faut des médicaments, j'ai mal à la tête, et tu vas aux urgences, et là-bas, ils ne posent aucune question. Ils te disent juste, tiens, prends ça, tu vois. Comment tu sais si ça règle vraiment le problème? Mais à la place, tu vas voir un autre médecin, et elle commence à te poser des questions sur la douleur, ou tu ressens la douleur, depuis combien de temps tu as mal, est-ce que la douleur t'empêche de faire? Et soudain, ces questions te poussent à réaliser que tu pourrais avoir un problème bien plus grave que ce que tu pensais au départ. Ouais. Et puis, elle te propose de faire un scanner, et le résultat tombe. Tu as une tumeur, elle est en phase terminale, et il te reste 2 semaines à vivre.
Là, il commence à comprendre quels sont tes vrais problèmes. Tu vois, mais la plupart des commerciaux, je vais te donner un exemple. Il y a un de nos nouveaux clients pour qui j'ai animé un atelier il y a quelques semaines en Californie. C'est un gros négociant en métaux précieux, comme l'or et l'argent. Et leurs commerciaux, par exemple, un prospect arrivait, et la plupart de leurs prospects sont généralement un peu plus âgés. Les gens de 50 ou 60 ans craignent l'apocalypse, pensant que le ciel va leur tomber sur la tête. Peut-être ont-ils raison, mais ce sont eux qui achètent de l'or pour tout protéger, croyant que le monde touche à sa fin. Oui, et donc leur grande question, c'était qu'ils arrivaient et disaient « Eh bien, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux métaux précieux ?» C'était leur première question. Et ils disent « Eh bien, je veux me couvrir contre l'inflation. » Et ensuite, ils répondent « Laissez-moi vous montrer comment on fait ça. » Donc, ils leur présentent un problème et ils vendent ce problème. Mais je me dis, que se passe-t-il s'ils rentrent chez eux ce soir-là, allument Fox News et que Fox dit « L'inflation baisse ?» Le nouveau président fait vraiment du bon travail. La nouvelle administration fait baisser tous les indicateurs. Maintenant, ils se disent que l'or n'est peut-être plus nécessaire avec la baisse de l'inflation et tu as perdu la vente en essayant de résoudre un seul problème. Je veux créer un énorme fossé et ne pas les aider à trouver ce problème spécifique. Ils pensent qu'ils en ont un, mais moi, je veux les aider à en trouver 2, 3, 4 ou 5 autres dont ils ne se rendaient même pas compte. Maintenant, l'écart est tellement grand que même s'ils rentrent chez eux, allument la télé et qu'on dit que l'inflation baisse, il y a 5 autres raisons pour lesquelles ils voudront changer. Malgré tout, ils continuent d'acheter. Quelle serait la stratégie à adopter? Pour le B2B ou le B2C, comment commencer à découvrir ces choses-là en dehors du fait de créer un vrai rapport, pas juste en surface? La manière dont tu formules et poses les questions, ainsi que ton ton, déterminera si tu perçois du doute. Par exemple, si je demande quelles sont quelques questions consultatives superficielles. Pouvez-vous me parler de certains de vos défis, monsieur le prospect? Pouvez-vous me dire 2 problèmes qui vous empêchent de dormir la nuit? Pouvez-vous me parler de certains problèmes que vous rencontrez? Vos prospects savent où mènent ces questions, n'est-ce pas? Surtout en B2B, chaque entreprise pose les mêmes questions génériques et superficielles, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que la plupart d'entre eux vous donnent des réponses vagues, générales et superficielles en retour. Donc, je dois simplement reformuler cette question et je pourrais dire « Vous êtes chez la société XYZ depuis 4 ans. » Je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé à penser que vous pourriez vouloir regarder ailleurs? Vous voyez, au lieu de dire « Quels sont vos défis ?» Voyez comment j'ai reformulé, j'ai en fait posé la même question, mais je l'ai présentée d'une manière différente. Le prospect ne reconnaît pas ce schéma, car en tant qu'êtres humains, notre cerveau est programmé pour reconnaître les schémas. Donc, si vous posez le même type de questions que la plupart des commerciaux leur posent, ils reconnaissent le schéma. C'est pour cela qu'ils restent au niveau du service. Mais avec la manière dont je formule cette question, que je rendrai plus spécifique selon mon interlocuteur, je vends une version générique. Vous êtes chez X sur X compagnie depuis 5 ans. Ils sont plutôt corrects. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé à penser que vous pourriez vouloir regarder autre chose? Eh bien, vous savez, on les aime bien, mais... Et maintenant, ils commencent à me dire ce qu'ils n'aiment pas à cause de la façon dont j'ai formulé cette question. Ils ne sont pas habitués à ce schéma. Ça a du sens? Tu es très intentionnel avec ta tonalité, ton intonation et tes pauses, ce qui a beaucoup de sens. Donc, et dans une vraie situation de vente, ce sera un peu différent là-bas. Je suis en quelque sorte en train de dire à tout le monde quoi faire, et j'exagère un peu. Mais votre ton est là pour semer le doute sur ce qu'ils ont ou n'ont pas, ce qui déclenche leur système nerveux pour se dire « Oh, peut-être qu'on n'a pas, peut-être qu'on a un problème avec ça. » Mais je peux voir qu'avec mon doute, il y a 5 types de tonalités que tu dois maîtriser si tu veux faire partie du top 1% en vente, influence, persuasion. Tu dois maîtriser le ton curieux. Disons que j'ai une agence de marketing. Explique-moi qu'est-ce que vous faites pour générer de nouveaux prospects et clients. Voilà un ton curieux. Il y a aussi un ton confus. Pourquoi utiliserais-je un ton confus? Je ne sous-entends pas que tu es confus comme si tu avais une démence et que tu ne savais pas comment les choses fonctionnent. Mais disons qu'un prospect dit quelque chose comme « Oh là là, je ressens tellement de pression avec ce problème XYZ. » Pression? Qu'entends-tu par là? Tu vois, je suis confus. Ce que ça fait, inconsciemment, c'est que leur cerveau leur dit tout de suite « Oh, il n'a pas compris ce que je voulais dire par là. » Je dois améliorer mon explication. Tu vois qu'ils commencent à s'ouvrir. Ce que je veux dire par pression, c'est qu'ils commencent à t'expliquer. Tu vois, les 2 plus grands moteurs émotionnels qui poussent un être humain à vouloir changer sont la douleur et la peur d'une douleur future. Le plaisir arrive en 3e position, loin derrière.
La plupart des gens ne changent pas simplement parce qu'ils veulent quelque chose de sympa. C'est la douleur de leur état actuel ou de leur passé, puis leur faire ressentir la peur que cette douleur va continuer ou pourrait se reproduire à l'avenir, et ça les pousse à ressentir l'urgence de vouloir agir et changer. C'est comme ça que je peux accélérer mes cycles de vente. Ensuite, tu as un ton de défi, tu sais. Je ne vais pas utiliser ça au début de la conversation parce que je n'ai pas encore assez de confiance ou de crédibilité, mais plus tard, je peux les challenger. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si ce problème n'est jamais résolu? Voilà, c'est générique. Et puis j'ai un ton de préoccupation, un ton qui montre de l'empathie. Qu'est-ce qui te retient vraiment? Qu'est-ce qui te retient vraiment, Jean? Tu sais, s'il n'avance pas, et puis tu as un ton joueur, tu vois, disons que je vends une assurance vie, et tu sais, c'est un secteur où l'homme va dire « Oh, je ne sais pas, je vais juste, tu sais, je vais laisser ma femme gérer ça avec son nouveau mari qu'elle épousera, tu vois. » Et il balance ça comme une objection. Alors comment je vais faire pour que ce prospect baisse sa garde? Je pourrais me pencher en arrière et dire « Qu'est-ce qui se passe, mec? Elle cherche déjà à te remplacer ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas, mec? » Oh non, elle ne cherche pas à me remplacer. Eh bien, je ne veux pas que tu dormes sur le canapé ce soir, si elle t'entend dire ça. Mais sérieusement, pendant combien de mois pourrait-elle payer la maison? Sans ton revenu, tu vois le changement de ton? Ouais. Donc tu fais une blague, et ensuite je passe à quelque chose de sérieux, comme si je m'inquiétais vraiment pour toi, parce que c'est le cas. Rappelle-toi, je le fais pour eux, pas contre eux. Mais ce ton joueur qui les fait rire, je l'utilise pour les désarmer. Parce que ça libère de la dopamine dans leur cerveau, ça les désarme, leur garde tombe, tu vois. Et rappelle-toi, je ne fais pas ça contre eux, je le fais pour eux. Parce que si je n'arrive pas à leur faire baisser leur garde, ils ne seront pas ouverts à ce que je propose. Et c'est moi qui suis là pour résoudre leurs problèmes, tu vois. Quand je pense à ta méthodologie, Chessamona, tu combines le comportemental avec des aspects très tactiques. Mais si tu regardes d'autres personnes, tu as mentionné Tony Robbins, je sais que tu as déjà parlé de la programmation neurolinguistique, tu parles de tonalité et de pause. Quels autres éléments comportementaux ou psychologiques sont valables et est-ce qu'il y a une quelconque validité dans la programmation neurolinguistique ou dans tout ça? Oui, bien sûr, il y en a d'autres. Mais qu'est-ce que c'est? Beaucoup de ça est utilisé pour la vente sur scène, mais tu vois, beaucoup de gens pensent que si je dis les mots, ça devrait marcher. Mais ce n'est pas forcément ce que tu dis, c'est comment tu dis les mots, la tonalité. Donc, Neuro-Emotional Persuasion Questioning, c'est ma méthodologie. Le N signifie neuro, qui fait référence au système nerveux. D'accord? Donc, si je déclenche chez le prospect une réaction de combat ou de fuite, son système nerveux s'active, sa garde se lève. Donc le N fait référence au système nerveux, connexion émotionnelle. Si je ne peux pas me connecter avec eux émotionnellement, au point qu'ils sentent que je les comprends mieux que leur meilleur ami, je pars avec un désavantage. Alors, comment je fais ça? C'est la tonalité, c'est mon langage corporel. C'est même mes expressions faciales, parce que je dis toujours que tes expressions faciales sont la télécommande de ce truc qu'on appelle ta tonalité. Essaie d'avoir un ton confus avec un visage impassible, c'est vraiment difficile à faire, non? Donc tu ne peux pas faire ça. Même si je suis au téléphone et qu'ils ne peuvent pas me voir, est-ce que mon langage corporel influence ça? Oui, ça le fait. Parce que si je suis juste assis sur la chaise ou si je reste debout sans bouger quand je parle, je vais avoir l'air plus monotone, comme un robot. Je dis toujours, langage corporel monotone égale tonalité monotone. De nombreux commerciaux font cela lors des appels à froid, car ils restent simplement assis. Ils sonnent comme des télévendeurs. Le P signifie persuasion et le Q signifie questionnement. Donc, toute méthodologie qui concerne la connexion émotionnelle, le système nerveux, comme la programmation neurolinguistique Tony Robbins, enseigne beaucoup à ce sujet. Je ne me souviens plus du nom de sa méthodologie. Ce genre de choses va influencer les prospects et les amener dans un état émotionnel, un état d'achat. NetSuite est un partenaire prospère. Quant à l'avenir des affaires, les avis des experts divergent. Marché haussier, marché baissier. Les taux vont monter, les taux vont baisser. Honnêtement, j'aimerais juste que quelqu'un invente une boule de cristal. En attendant, plus de 41 000 entreprises ont sécurisé leur avenir avec NetSuite par Oracle, le ERP Cloud numéro 1 qui réunit comptabilité, gestion financière, inventaire et ressources humaines sur une seule plateforme fluide et dynamique. Avec des analyses et prévisions en temps réel, vous anticipez l'avenir grâce à des données exploitables. En clôturant vos comptes en quelques jours plutôt qu'en semaines, vous passez moins de temps à regarder en arrière et plus de temps à vous concentrer sur l'avenir. Si j'avais eu besoin de ce produit, je l'aurais choisi.
que votre entreprise génère des millions ou même des centaines de millions, NetSuite vous aide à répondre aux défis immédiats et à saisir vos plus grandes opportunités. Et en parlant d'opportunités, téléchargez le guide de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour les directeurs financiers. Le guide est gratuit. C'est netsuite.com/Scott Clary. Indeed est un partenaire de Success Story. Maintenant, disons que vous venez de réaliser que votre entreprise avait besoin d'embaucher quelqu'un rapidement. Comment pouvez-vous trouver des candidats exceptionnels rapidement? C'est facile. Utilisez simplement Indeed. Pour le recrutement, Indeed suffit. Inutile de lutter pour que vos offres d'emploi soient visibles ailleurs. Les offres sponsorisées sur Indeed vous aident à vous démarquer et à recruter rapidement. Avec les offres sponsorisées, votre annonce remonte en haut de la page pour les candidats pertinents, vous permettant d'atteindre plus rapidement les personnes recherchées. Et cela fait une énorme différence. Selon les données d'Indeed, les offres sponsorisées publiées directement sur Indeed reçoivent 45% de candidatures en plus que les offres non sponsorisées. Avec les offres sponsorisées Indeed, il n'y a pas d'abonnement mensuel ni de contrat à long terme. Vous ne payez que pour les résultats. Il n'est plus nécessaire d'attendre. Accélérez votre recrutement dès maintenant avec Indeed et les auditeurs de cette émission recevront un crédit de 75 $ pour une offre sponsorisée afin de donner plus de visibilité à vos annonces. Allez simplement sur indeed.com/Clary dès maintenant et soutenez notre émission en disant que vous avez entendu parler d'Indeed sur ce podcast indeed.com/Clary. Des conditions générales s'appliquent. Indeed est tout ce dont vous avez besoin pour recruter. Je me souviens que quelqu'un m'a dit ça, mais je ne me rappelle plus qui. C'était l'une des personnes qui m'ont embauché quand j'étais vraiment jeune. Et il m'a dit qu'un commercial doit soit être vraiment bon en prospection téléphonique, soit être vraiment bon pour conclure, mais il ne peut pas être celui qui construit la relation entre les deux parce que ça ne m'est pas utile. Et ça m'est resté en tête. C'est comme si il faut soit être vraiment bon pour amener quelqu'un à avoir une conversation alors que vous ne lui avez jamais parlé, soit pour l'emmener jusqu'à la conclusion à la fin. C'était le raisonnement. C'est un raisonnement tordu. C'est vraiment un raisonnement tordu. C'est transactionnel. Vendre, conclure. Comment ça? Les tout premiers mots qui sortent de ta bouche. Alors voici ma question, parce que dans le monde d'où je viens, la personne qui conclut, c'est le responsable de compte. Bien sûr, tu as le sales development representative ou le business development representative. Oui. Exactement. Donc ce n'est même pas la même personne, mais peu importe. Eh bien, le sales development representative les conclut sur le rendez-vous. Oui, c'est juste une mini-conclusion. Mini-conclusion. Alors, pour le premier appel, pour ouvrir la relation et la conversation, comment désamorces-tu quand la personne n'a jamais entendu parler de toi auparavant? Tout est dans ta tonalité. Donc, la plupart des commerciaux qui font des appels à froid ont appris à faire plusieurs choses différentes. Il y a l'approche du genre. Salut, c'est Georges? Salut Georges, c'est Jérémy Mineur de la société XYZ. Salut, écoute, la raison pour laquelle je t'appelle, c'est une approche. Ou bien, salut, c'est Georges. Salut Georges, salut, ravi de te rencontrer. C'est un appel à froid. Je voulais juste te prévenir, c'est un appel à froid. Puis-je avoir 20 secondes? Si ça ne vous intéresse pas, on raccroche simplement. C'est la deuxième approche. En général, ce sont les deux approches ou une variante. Je dirais que la deuxième approche est un peu meilleure que la première, mais tu vas quand même jouer au jeu des chiffres parce que ça reste un appel à froid, surtout la façon dont tu le dis, ça ne marche pas très bien avec la plupart des gens. D'accord. Alors, rappelle-toi quelle est la première chose que je dois faire. Je dois les amener à baisser leur garde. Je dois interrompre leur schéma. Rappelle-toi, les humains reconnaissent instantanément les schémas, y compris dans ta voix. La plupart des vendeurs utilisent l'un des trois tons. Ils paraissent très excités, comme « Salut, comment ça va? Je suis vraiment trop enthousiaste. » Cela va déclencher une résistance à la vente car tout le monde reconnaît ce schéma. Ou alors, je vais ressembler à un télévendeur avec une voix monotone, comme si je lisais un script, ce qui va immédiatement te mettre en alerte, habitué aux appels de télémarketing. Ou alors je vais paraître vraiment timide, comme si j'étais nerveux, n'est-ce pas? Et quand je suis nerveux au téléphone, tu déclenches leur système nerveux pour qu'ils ne te fassent pas confiance. Si tu es nerveux, ça signifie que tu caches quelque chose, tu vois? Donc quand j'arrive, je dois utiliser un ton familier, d'accord? As-tu déjà reçu un appel de quelqu'un disant « Salut, c'est Amy Smith, comment vas-tu » Tu demanderais qui c'est ou tu dirais juste « Je vais bien » et toi? Moi, je serais confus. Je crois que je la connais. Ton cerveau se demande qui est Amy Smith et comment tu la connais. Elle vient de gagner du temps grâce à sa voix familière. C'est une rupture de schéma. D'habitude, je tiendrais des papiers ou des documents. Quand tu appelles, tu tiens les papiers, tu fais semblant de les feuilleter, parce que tu interromps le schéma habituel. Ils n'ont pas l'habitude de ça.
Ils entendent un bruit au téléphone. Je suis tombé sur cette approche par hasard en arrivant dans l'entreprise. Je me souviens d'avoir tenu des papiers un jour, juste en train de feuilleter quelque chose, et les prospects semblaient rester en ligne beaucoup plus longtemps, mais ce n'était que du bruit. C'est comme une interruption parce qu'ils se demandent juste ce que je tiens. Oui, ce que je tiens à leur sujet. Donc, la plupart des commerciaux font cette erreur. « Salut, c'est Georges » ou « Salut, c'est Émilie ». Ça sous-entend que tu ne les connais pas. Parce que tu reconnaîtrais leur voix. Donc, dès que le prospect répond, je dis « Jean, salut, c'est Jacques Tailleur de XU Wine in Z. J'ai une copie de votre dossier sous les yeux. Je me demandais si vous pouviez m'aider un instant. Maintenant, selon le secteur d'activité, cela dépendrait de ce que j'ai en main. D'accord. Si je suis, disons, un agent immobilier qui appelle pour des annonces expirées, oui, j'ai des copies d'anciennes annonces sur votre maison au 55. Allez Willow, pourriez-vous m'aider un instant? Disons que si je vendais... disons que j'ai une agence de marketing. Je ne dirais pas que je tiens quelque chose. Je pourrais dire, oui, je regarde l'une de vos dernières vidéos de vente et à la page 4, là où vous parliez de X, Y, Z. Je me demandais si vous pouviez m'aider un instant. Donc tout ce que je fais, c'est susciter la curiosité. D'accord? C'est tout ce que je fais. J'utilise un ton familier. Oui, c'est James Taylor. Vous entendez l'intonation montante? C'est un ton familier. Tout ce que je fais, c'est gagner du temps. Parce que maintenant, leur cerveau se demande, qui est James Taylor? Comment je connais James Taylor? Ça me dit quelque chose. Donc, leur méfiance commence à baisser, d'accord? Et ensuite, donne-moi tout de suite un exemple de truc SaaS. Qu'est-ce que ça pourrait être, ce que tu tenais? Qu'est-ce que tu as déjà vendu en SaaS? Quel était le produit? Le premier produit que j'ai eu, c'était la VoIP. D'accord, vos Internet Protocol, voix sur Internet Protocol, oui, donc ça c'est un peu hors sujet. C'est hors sujet maintenant. J'essaye de réfléchir, donne-moi quelque chose de nouveau. Eh bien, la dernière entreprise, c'était un logiciel de diffusion. D'accord, donc ce qu'on faisait... Qu'est-ce qu'ils pourraient tenir dans leurs mains qui pourrait susciter de la curiosité? Tu vois, si j'allais sur ChatGTP, je pourrais dire que je vends, tu sais, de la diffusion vocale. Quels sont 2 ou 3 problèmes que je pourrais imprimer sur un document, tu sais, à propos de cette entreprise, qui susciteraient de la curiosité? Pas des témoignages, pas des livres blancs. Ça ne suscite pas la curiosité. C'est quelque chose que, tu sais, disons que si je suis un commercial, si je vends de l'assurance commerciale à... Tu pourrais dire, j'examinais la transcription de ta dernière diffusion et nous regardions certaines des pauses publicitaires. Et je regardais des transcriptions de vos récentes diffusions. Pouvez-vous m'aider un instant? Ouais, donc oui, ils vont dire « Qu'est-ce que tu veux dire par diffusion ?» ou « Comment ça ?» Ils se demandent « Qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernière diffusion ?» Cela suscite immédiatement la curiosité, plutôt que de se présenter longuement en donnant son nom, son entreprise et la raison de l'appel. Ça ne fonctionne pas, ils sont stressés maintenant. Pas à cause de toi, mais parce qu'ils ont fait une erreur. Oui, et ensuite je dirais « Je ne suis même pas sûr que ça ait du sens qu'on parle. » Je les repousse donc. Rappelle-toi maintenant de mon premier job. Je n'ai aucune crédibilité de confiance avec cette personne. Ils ne savent pas qui je suis. Mon premier travail, c'est de faire tomber leur garde. Donc, c'est comme, je ne suis même pas sûr que ça ait du sens qu'on parle. J'appelle pour voir, qui serait responsable de vérifier s'il y a d'éventuelles lacunes cachées dans votre vide, qui pourraient vous amener à conséquences vides. Revenons à la diffusion. Y a-t-il des lacunes cachées dans votre diffusion? J'ai besoin de plus d'informations. Qu'est-ce que vous... Oh, donc je dirais, eh bien si il y a des lacunes cachées dans votre publicité et vos partenariats, dans votre publicité et certains de vos partenariats qui pourraient vous faire perdre des revenus que vous pourriez générer. À qui devrais-je en parler? Qui pourrait vous faire perdre des revenus mensuels, par exemple? À qui devrais-je m'adresser pour en savoir plus? Je cherche simplement à éveiller la curiosité ici. D'accord, je déclenche complètement l'engagement. J'interromps le schéma du ton habituel. Tout ce que j'ai fait est structuré en plusieurs couches. Lorsque nous apprenons aux entreprises à faire des appels à froid, nous leur enseignons d'aller sur ChatGTP et de présenter ce qu'elles vendent, les problèmes qu'elles résolvent. L'objectif est de créer un message qui susciterait la curiosité du prospect. Quand j'ai appelé et que je les fais discuter, les gens leur donnent comme 50 choses différentes. Certaines de ces idées sont nulles, comme imprimer tous les témoignages. Ils s'en fichent de ça. À propos de vos témoignages, ils ne savent pas qui vous êtes
Ouais, mais juste avec ça, donc toutes les choses que je viens de mentionner, on les abordait déjà dans les conversations de vente, mais en gros, le logiciel, il permettait de mettre des bandeaux en bas. Il permettait aux gens de mettre des bandeaux, des petites barres en bas de leur écran et d'interagir avec leurs spectateurs. Mais il y avait aussi de la place pour du sponsoring. Ouais, ils peuvent gagner plus d'argent comme ça, c'était... C'est comme l'une des choses. Ok, donc ChatGPT va te donner différentes idées maintenant. Certaines d'entre elles, comme je l'ai dit, ne sont pas bonnes, mais c'est juste intéressant de voir à quel point le démarchage téléphonique devient facile quand tu apprends à leur faire baisser leur garde. Et ils pourraient même revenir et dire « Eh bien, vous savez, nous avons déjà quelque chose pour ça. Je m'en doutais. » Je m'en doutais, et sachez que je ne suis même pas certain de pouvoir vous aider. Ouais, tu vois, maintenant Ils ne savent pas quoi faire avec ce schéma parce que la plupart d'entre eux disent « Oh, eh bien, c'est une bonne entreprise, mais les gens viennent toujours chez nous. » Parce qu'ils commencent à argumenter comme si c'était fini. Donc je dis « Ah oui. » Et juste pour que vous le sachiez, je ne suis même pas sûr qu'on puisse vous aider. Vous savez, il faudrait qu'on en sache plus sur X, Y et Z et un peu les résultats que vous obtenez avec ça, parce que peut-être que vous avez tout intérêt à rester avec ceux que vous avez déjà. Qui utilisez-vous en fait? Non, et là je reviens dans la conversation. Donc tout ce que je fais, c'est les amener à baisser leur garde, je les déstructure et commence à leur faire adopter de nouveaux systèmes de croyances. Je pense que Je veux en quelque sorte réitérer à quel point cette idée est puissante, mais aussi le fait que, en 30 secondes, je peux peut-être trouver une façon un peu bancale d'intégrer mon produit dans ce système, alors qu'un logiciel pour diffuseur, un produit SaaS complet, ce n'est probablement pas le truc le plus facile à imprimer ou à bricoler. Mais le point, c'est que si tu réfléchis une seconde avec chat, ouais, ce n'est pas difficile. Tu trouveras quelque chose que tu peux utiliser pour ton secteur. Selon Forbes, il existe 163 secteurs différents dans le monde, chacun avec des sous-catégories comme l'amélioration de l'habitat qui inclut les armoires, les portes, les fenêtres, le bardage, les auvents, la moquette, etc. Nous formons chaque secteur à ce stade. Avec ChatGPT, on peut trouver des documents sur l'assurance vie, le solaire ou n'importe quoi. C'est plus du côté B2B, avec moins d'appels à froid vers les consommateurs. La plupart des appels à froid se font dans le secteur B2B, mais tu en fais quand même un peu. Frapper aux portes avec des papiers à la main pour vendre du solaire ou un système d'alarme ne fonctionnerait pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. C'est briser le schéma, complètement. Ils vont se demander ce que tu as là-dedans. Ouais, exactement. Ouais, j'ai une copie de celui de votre voisin comme... Je me demandais si vous pouviez m'aider avec les factures de service public et l'approche différente qu'on enseigne avec le solaire. S'ils sont à la porte, la plupart disent « Bonjour, êtes-vous le propriétaire? Super, comment allez-vous aujourd'hui ?» Ils répondent « Je vais bien, de quoi s'agit-il » Vous déclenchez de la résistance car ils savent que vous ne vous intéressez pas vraiment à leur bien-être. Parfois, il faut prendre du recul et feindre la confusion comme si vous ne les entendiez pas. Et quand ils s'approchent de la porte, vous savez, moi, je me penchais toujours en avant et je disais « Oui, est-ce que vous êtes les propriétaires ici ?» Comme s'il y avait un problème ou, vous savez, interrompre le schéma et faire du porte-à-porte implique beaucoup de choses. J'avais l'habitude de porter quelque chose que beaucoup de gens portent maintenant, après m'avoir entendu en parler. Les réseaux sociaux, mais moi, tu vois, il y a 22 ans, je portais un gilet de chantier, tu sais, les oranges ou les verts fluo, et j'avais un mètre ruban ici, tu vois, parce qu'il faut mesurer, où le système d'alarme allait être installé, et puis j'avais, tu sais, des vieilles chaussures blanches New Balance de grand-père, tu vois, le badge d'identification que tous les vendeurs portent ici, je me dis pourquoi tu porterais ça? Autant écrire sur ton front « Je suis un vendeur », c'est ce que ça veut dire. Tout le monde sait que si tu as un badge, c'est que tu essayes de leur vendre quelque chose, alors je le mettais juste dans ma poche. Je me disais « Je comprends pas, qu'est-ce qu'on fait ici ?» C'était toujours bizarre. Et j'avais des gants en cuir accrochés aux porte-clés, donc ils pensaient que... Et j'avais un de ces porte-blocs métalliques avec les contrats dedans. Littéralement, quand les gens ouvraient la porte, ils ne savaient pas si j'étais un ouvrier du bâtiment, ils ne savaient pas si je venais relever le compteur. Donc leur garde était déjà baissée. Ouais, tu sais, c'est pas difficile. Enfin, pour moi en tout cas, c'est tellement facile, donc il faut être formé. Explique-moi quelque chose. Pourquoi tout ce que tu dis a du sens dans l'entreprise? Je pense qu'ils sont un peu meilleurs que la moyenne. Je pense que certaines des entreprises les plus innovantes font probablement venir des gars comme toi pour enseigner. Ça dépend. La plupart d'entre elles ont une formation interne à la vente et ça dépend vraiment de l'entreprise. Si je devais classer les formations à la vente, je te mettrais tout en haut. Tout ce que tu dis a vraiment beaucoup de sens. Je te mettrais au sommet.
Et puis, je pense que les choses que j'ai apprises dans ma carrière, comme la méthode Challenger, ce n'est pas mal. C'est toujours mieux que le vendeur de voitures Always Be Closing, mais cet Always Be Closing existe toujours. Et Certaines personnes sur les réseaux sociaux sont de très grands formateurs en vente qui poussent un peu cette méthode Always Be Closing, et je ne comprends pas. Tout d'abord, je ne comprends pas comment c'est efficace dans 2025. C'est une question de chiffres, comme au golf. Tu fais un très bon coup. Cette montée d'adrénaline, c'est pareil dans la vente. Peu importe si tu es nul sur les 17 autres trous. Après une unique vente, tu réalises que c'est une question de chiffres. Tu gardes ça, tu vois ce que je veux dire? La raison pour laquelle on a grandi aussi vite, c'est qu'on vient d'être classé comme la plus grande entreprise de formation à la vente B2C au monde, basée sur le chiffre d'affaires annuel, pas juste parce que mamie le dit. La 4e plus grande entreprise du secteur B2B que j'ai fondée il y a 5 ans et demi, mais la raison est que, tout simplement parce que c'est un point de vue différent sur ce qu'est réellement la vente. C'est presque comme une nouvelle opportunité dans le sens où ce n'est pas comme tout le reste. Il y a probablement certains aspects similaires, mais la façon dont la méthodologie fonctionne, c'est que j'amène leur système nerveux à baisser la garde. La plupart, si vous alliez à une formation de vente de n'importe qui, ils ne sauraient pas ce que fait le système nerveux, n'est-ce pas? Je me connecte émotionnellement avec eux parce que je comprends la psychologie derrière chaque étape des questions et quoi qu'ils me disent, je peux instantanément ajuster. Je vais répondre en me basant sur ce qu'ils disent, car je comprends la psychologie qui se cache derrière. Désormais, je crois au script et au cadre. Donc je pense qu'il faut un cadre à suivre, mais on ne peut pas. Il faut savoir comment ajuster les prochaines questions en fonction de ce qu'ils vous disent. Sinon, vous allez avoir l'air de réciter un script. Vous savez, vous allez ressembler à un robot. Oui, la vente n'est pas quelque chose avec laquelle on est. On peut former n'importe qui à devenir un vendeur. Et à moins que vous ne soyez né avec des compétences avancées en questionnement dès la naissance. Oui, ou alors, est-ce que vous êtes né avec des compétences avancées en tonalité ou des compétences avancées en gestion ou en prévention des objections? Non, ce sont des compétences acquises. Personne n'est un vendeur né. Je pense que beaucoup de gens croient cela. Si vous êtes né et aimez parler, beaucoup pensent que le don de la parole est essentiel, mais le problème, c'est que la plupart des vendeurs qui parlent beaucoup sont plutôt moyens parce que parler n'est pas vendre. Vous savez, l'adage dit que le talent n'est pas vendre. Beaucoup de vendeurs essaient d'être comme ça. Ils pensent qu'ils devraient parler 70% du temps. Vous devriez parler 30% du temps, voire même 10%. C'était le cas lorsque j'étais en rendez-vous de vente. Ou lors de rendez-vous de vente en personne ou virtuel, peu importe, ils ne savaient vraiment rien sur moi. Ils parlaient environ 95% du temps, mais je contrôlais tout le cadre de cette conversation. Là où les gens aiment parler d'eux-mêmes, d'accord, mais tu dois contrôler subtilement la conversation pour qu'ils aient l'impression de mener, alors qu'en réalité, c'est toi qui facilites tout, sans qu'ils aient l'impression de parler à un vendeur. Tu maîtrises la vente quand les clients ont l'impression que tu leur rends service en leur permettant de te payer pour résoudre leurs problèmes. C'est là que tu deviens bon en influence. Est-ce que tu as regardé certains de ces outils qui mesurent tout ça, comme Gong et ce genre de choses? Est-ce que tu en as déjà regardé? Nous, oui, on a même rencontré le président directeur général de Gong. Quelles sont les données? Gong et ses plateformes nous ont contactés pour faire certaines choses. Donc, on est en négociation avec 2 d'entre elles en ce moment. Oui, la plupart d'entre eux ont juste un truc un peu maladroit, genre « Oh, tu sais, parce que… » L'intelligence artificielle va mesurer le temps de parole avec des outils comme Gong. Cela permet de montrer aux commerciaux s'ils parlent trop, car statistiquement, s'ils parlent moins de 10% du temps lors d'une conversation, cela donne de meilleurs résultats. C'est un bon début, mais ça ne montre pas vraiment… Tu vois, c'est juste trop générique, genre « Tu dois moins parler ». Ok, merci pour le conseil, mais qu'est-ce que je dis alors? Donc, on développe une plateforme SaaS d'intelligence artificielle avec 2 entreprises différentes en ce moment qui lit en fait la tonalité du commercial selon ce que je lui apprends et lit la tonalité du prospect en temps réel. Donc, si tu es au téléphone ou en virtuel, en temps réel, ça va te dire « Ton prospect ici a l'air incertain. » Tu dois poser cette question maintenant. Littéralement, c'est comme un chat GTP avec mon cerveau. Donc, on a déjà compressé plus de 35 000 heures de ma formation dedans.
Il lit déjà dans mes pensées et on va continuer ainsi. Ce sera lancé en 2025, c'est vraiment super cool. C'est vraiment cool, je n'avais pas ça quand j'ai commencé. Je suis enthousiaste et me dis, mon Dieu. Mais ce ne sera pas comme ChatGPT où il répond simplement par écrit. Il affichera une invite ou une sorte de formation. Par exemple, je vends, vous savez, du conseil en informatique à ce type d'entreprise. Que dirait Jérémy et quel ton utiliserait-il? Quand il appelait ce type de cadre dirigeant pour les amener à baisser leur garde dans les 30 premières secondes, puis il affichera la formation que j'ai déjà faite à ce sujet, où, en gros, il lira dans mes pensées et mon avatar apparaîtra comme moi, pas seulement avec des mots, parce qu'on ne peut pas maîtriser le son en lisant des mots. C'est comme si tu essayais de maîtriser quoi que ce soit en lisant des livres. Tu ne pourras jamais maîtriser quoi que ce soit en lisant des livres. Peux-tu imaginer un neurochirurgien maîtriser la chirurgie du cerveau en lisant un livre? Non, non. Je vais te donner un fait intéressant sur le cerveau. Quelle est ta chanson préférée? Par exemple, si je te demandais « Hey, quelle est ta chanson préférée que tu pourrais chanter mot pour mot ?» Sur la route, il y a toujours une chanson qui t'accompagne. Je pourrais en faire deux. Je pourrais faire un truc de Biggie ou je pourrais faire Hotel California. D'accord, alors disons Hotel California. Ok, tu connais chaque mot de cette chanson. En moyenne, une chanson a environ 330 mots. Quel est ton livre préféré? Le livre que tu préfères le plus, celui que tu as lu plusieurs fois peut-être. Je recommande Atomic Habits. C'est un excellent livre que j'apprécie beaucoup. Un livre moyen a environ 330 mots sur une page. Une chanson moyenne a environ 330 mots dans la chanson. Peux-tu me citer une page entière mot à mot de ce livre? Non, pourtant tu peux citer une chanson qui a le même nombre de mots. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que ton cerveau reconnaît les motifs et il peut retenir la mélodie et la tonalité de la chanson. C'est ça que ton cerveau retient, la tonalité et la mélodie. Ton cerveau ne peut pas retenir les mots d'un livre, ce ne sont que des mots, il n'y a pas de mélodie ou de ton. Ça a du sens, ça a vraiment du sens. Mais c'est pour ça que tu ne peux jamais maîtriser quoi que ce soit en lisant des livres, parce que tu ne peux pas t'en souvenir. En 2 jours après avoir lu un livre, ton cerveau ne retient que 19%, et en une semaine, moins de 9%, et en un mois, seulement 2,7 à 2,9%. Tu ne peux rien retenir en lisant des livres. C'est pour ça que quand tu te formes, tu dois te former avec, tu sais, la formation vidéo. La formation vidéo t'aide à retenir parce que tu peux voir, tu peux entendre, tu captes les nuances. Les formations en présentiel sont utiles si tu peux y revenir, mais tu ne maîtriseras pas l'influence sur les ventes juste en lisant des livres. Les livres sont comme un aperçu. Ils te mettent sur la voie, mais tu restes un amateur si tu ne fais que lire. Je tiens à remercier Cornbread Hemp pour son soutien à l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, les gummies cannabidiol de Cornbread Hemp ont vraiment été un super ajout à ma boîte à outils bien-être. Je les utilise seulement pour me détendre après des semaines très chargées, pas tous les jours. Mais ils sont idéaux pour décompresser et retrouver son équilibre, vraiment, juste pour se déconnecter du travail. La particularité de Cornbread réside dans leur fabrication artisanale à partir de fleurs de chanvre bio certifiées United States Department of Agriculture de la plus haute qualité, offrant ainsi une expérience optimale en termes de pureté et de puissance. Pas de remplissage, pas d'artifice, juste de la pureté à spectre complet. Des saveurs délicieuses de pastèques, fruits rouges et pêche. Je les garde dans ma table de nuit pour les moments où j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour me détendre. J'apprécie leur transparence. Chaque lot est analysé par un labo indépendant. Vous savez donc précisément ce que vous achetez. Ils ont concocté une offre spéciale pour tous les auditeurs de Success Story. Les auditeurs économisent 30% sur leur première commande sur cornbreadhemp.com Success. Utilisez le code SUCCESS lors du paiement sur cornbreadhemp.com Success. Le code Success vous offre 30% de réduction sur votre première commande de ces gummies incroyables. Le HubSpot Podcast Network est un partenaire de réussite. Si vous aimez Success Story, vous adorerez les autres podcasts du HubSpot Podcast Network. L'un de mes préférés, c'est Un Digress, animé par mon pote Troy Sandage. Chaque épisode dure moins de 30 minutes. Un Digress aide à éliminer la complexité, les complications et la confusion dans votre entreprise grâce à des cadres et des stratégies pour atteindre un succès véritable, évolutif et durable. Pour les entrepreneurs, le podcast Un Digress est incontournable. C'est l'un des plus utiles en business. Faites-moi confiance, rendez-vous service et écoutez Un Digress où que vous trouviez vos podcasts. Donc, si vous voulez vraiment retenir quelque chose et vraiment l'imprimer pour bien l'apprendre, est-ce que c'est une combinaison de tout? Y a-t-il une méthode d'apprentissage meilleure que les autres?
Je crois que la formation vidéo est vraiment efficace car elle est constamment disponible sans avoir à se lever à des heures indues pour suivre l'un de nos nombreux programmes de formation à la vente. Notre programme principal est un cours de 51 heures avec une formation vidéo couvrant tout le processus NEPQ, incluant des jeux de rôle et d'autres éléments similaires. Et puis, nous avons des formateurs qui organisent, vous savez, des sessions de formation virtuelle avec, vous savez, de grands groupes, parfois de milliers de personnes, ou des groupes plus petits, selon combien ils paient pour les différentes formations et tout ça, pour renforcer l'apprentissage. Beaucoup de choses sont axées sur le renforcement, comme les jeux de rôle, la pratique et la répétition. C'est comme être un acteur, il faut répéter ces choses-là, n'est-ce pas? Leonardo DiCaprio et Julia Roberts sont payés 25 millions de dollars par film car ils maîtrisent leur art à la perfection. Ils ont simplement investi davantage dans leur art en engageant de meilleurs coachs d'acteurs et de tonalité. C'est pourquoi ils devancent tout le monde. Tu sais, c'est juste que, regarde, ton chiffre, quelle est la chose numéro 1 qui va déterminer combien tu vas être payé? Si tu es un vendeur, ton niveau de compétence, tu devrais peut-être investir un peu d'argent dans ton niveau de compétence si tu es dans la vente. Je dis juste, tu vois, il y a tellement de vendeurs qui arrivent là-dedans, ils y vont un peu au hasard. Tu sais, moi j'appelle ça des improvisateurs. Ouais, je dis toujours, enfin, est-ce que je peux dire ça? Il y a 4 types de vendeurs. Tu devrais le dire à tout le monde, et je pense qu'il y a 4 types de personnes dans la vie. Et je vais expliquer ça. Le premier type de vendeur, je les appelle les improvisateurs. Ils improvisent tout. Donc, à chaque prospect à qui ils parlent, ils disent quelque chose de différent. Ils n'ont aucun processus. Ils ne savent pas pourquoi quelqu'un achète ou n'achète pas chez eux. Et quand ils ne vendent pas beaucoup, sur qui rejettent-ils généralement la faute? Sur le client. Les prospects, mes prospects sont tous Des prospects fauchés? Ils blâment toujours les autres, jamais leur manque de compétences. La plupart de ces vendeurs finissent par se faire virer. Ce sont les râleurs. Ensuite, il y a les amateurs qui achètent quelques livres de vente par an et vont à un événement gratuit. Il est possible qu'ils me suivent ou suivent un autre formateur en vente sur Instagram ou YouTube pour accéder au contenu de base gratuit. Ils pensent que s'ils s'entraînent suffisamment longtemps et font assez de répétitions, ils finiront par exceller dans ce domaine. Ça prend des années, voire des décennies, tu sais. Et c'est là que se trouvent la plupart des commerciaux. Ils sont juste moyens. S'ils deviennent bons un jour, c'est parce qu'ils jouent au jeu des chiffres. Ils travaillent 12 à 14 heures par jour en misant sur le jeu des chiffres et finissent par s'épuiser. D'accord. Maintenant, je ne dis pas que quelqu'un ici est un amateur. Et puis, il y a ceux qui ne gagnent rien du tout. Ils ont investi dans une formation en vente et atteignent possiblement des centaines de milliers d'euros annuellement. Ensuite, ils deviennent bons et commencent à prendre la grosse tête, à avoir un gros ego. Ils arrêtent d'investir dans leur niveau de compétence. Ils arrêtent de s'entraîner et ensuite leurs revenus plafonnent. C'est ça. Et puis, il y a ceux qui sont engagés dans la maîtrise, n'est-ce pas? Ils investissent constamment dans la formation à la vente parce qu'ils savent que ce qui va déterminer combien ils gagnent, c'est leur niveau de compétence, n'est-ce pas? Leur courbe d'apprentissage est donc 100 fois plus rapide. Ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Ils apprennent des erreurs des autres, évitant ainsi de les répéter. C'est pourquoi ils font partie du top 1%. Réfléchis maintenant à n'importe quel aspect de la vie ou profession. D'accord. Tu as les hésitants, les amateurs, aucun dollar investi, le maître engagé. Qui est ton athlète préféré, genre un pro? Oh, tu vas me parler de quelqu'un au hockey. Oh. Ouais, je veux dire, en grandissant, ouais, j'ai été élevé à... Je suis né à Toronto, j'ai grandi à Ottawa, donc j'étais un fan des sens. Oui, j'aimais bien Alfredson, d'accord. Il était vraiment, vraiment excellent. Capitaine, regarde ce gars-là. Était-il un ailier dilettante, sans engagement, ou un maître accompli? Pas même Tom Brady. LeBron et Serena Williams sont des maîtres, un ailier dilettante. Qui est ton leader préféré dans le monde des affaires ou des idées? Seth Godin. D'accord. Seth Godin, ailier, dilettante, engagé dans le secret. Oui, d'accord. Les meilleurs psychologues, les meilleurs médecins, les meilleurs avocats, les meilleurs parents, les meilleurs évêques d'église, les meilleurs dans n'importe quel domaine. Ailier, dilettante, sans argent, engagé. Il y a quelque chose dans ce qu'on appelle l'engagement envers la maîtrise. La vie est ainsi. Il faut simplement décider si je vais poursuivre dans la vente ou non. Est-ce que je pense tout savoir? Est-ce que vais-je simplement improviser et espérer que ça fonctionne, ou vais-je m'engager à maîtriser cela? Maintenant, tu ne peux pas t'engager à maîtriser quelque chose sans avoir un plan. Tu ne peux pas atteindre la maîtrise sans être formé par quelqu'un l'ayant déjà acquise dans ce domaine.
Parce que beaucoup de gens disent « Oh, je suis engagé à la maîtrise ». Mais c'est comme quelqu'un qui dirait « Oh, je suis engagé à perdre 34 kilos cette année ». Puis en janvier, ils vont à la salle de sport. Ils n'ont aucun plan, pas d'entraîneur, et ils se promènent d'une machine à l'autre sans vraiment savoir laquelle est la meilleure à utiliser. Ils ne connaissent rien à la nutrition. Ils n'ont personne pour les former à perdre ce poids, quelqu'un qui a déjà maîtrisé ce qu'ils veulent faire. Et c'est pour ça qu'ils restent des amateurs. Donc, s'engager à maîtriser quelque chose signifie que vous engagez des personnes qui ont déjà maîtrisé ce que vous voulez maîtriser, et vous apprenez ce qu'il ne faut pas faire, et c'est pour cela que vous ne ratez pas. Je pense que la plupart des gens échouent dans n'importe quel domaine parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Sans quelqu'un à vos côtés qui a déjà maîtrisé cela, c'est comme ces entreprises de coaching qui promettent de vous apprendre à passer à l'échelle. Et eux-mêmes n'ont jamais dépassé 25 millions. Vous voulez atteindre 250 millions. Mais comment quelqu'un qui n'a jamais amené une entreprise à ce niveau pourrait-il vous apprendre à y parvenir? Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont ni les connaissances ni l'expérience. Je dis toujours, vous pouvez, vous savez, voler le contenu de quelqu'un, mais vous ne pourrez jamais voler son expérience. Vous ne pourrez jamais voler la sagesse qui a permis de créer ce contenu. Vous ne pourrez jamais le savoir comme eux, n'est-ce pas? Vous pouvez voler le contenu de n'importe qui, mais c'est là le problème pour le novice. C'est tellement difficile pour eux de discerner qui est authentique. C'est ça le problème, parce qu'il y a des gens... Certains sont déterminés à maîtriser et se concentrent toujours sur l'expérience, ce qui est amusant. Vous savez, notre entreprise compte maintenant près de 60 commerciaux, mais environ 5 ou 6 d'entre eux sont partis pour lancer leurs propres entreprises de formation en vente. Et je me dis, tu as vendu pendant 1 an, tu t'es bien débrouillé. Vous êtes une entreprise de formation en vente, mais vous manquez encore d'expérience et de connaissances approfondies dans ce domaine en raison d'un manque de recul. J'ai eu une carrière de 18 ans dans la vente, tu sais, j'étais classé. J'ai fait mes preuves, ouais. Non seulement j'ai fait mes preuves, mais j'étais classé 45e au niveau international dans le monde entier, toutes industries confondues en termes de revenus générés dans cette carrière. Après 18 ans à ce niveau d'expérience, même à ce niveau élevé, je me disais encore « Ouf, est-ce que c'est vraiment? Comment je vais pouvoir y arriver ?» Si tu vends pendant quelques années ou que tu fais quoi que ce soit pendant quelques années, puis que tu te lances à ton compte, tu n'as tout simplement pas assez d'expérience. Tu es plutôt bon, mais tu n'es pas un maître dans ton domaine. On dit qu'il faut au moins 10 000 heures pour vraiment commencer à maîtriser quelque chose, et toi tu démarres ton propre truc avec 500 heures. Bonne chance pour tes clients, j'ai de la peine pour eux, vraiment. Aussi, mais le monde est rempli de gens qui veulent accélérer l'entrepreneuriat et qui veulent juste... Tu sais, voilà ce que je dis toujours à quelqu'un qui veut lancer son entreprise. Je dis toujours, tu dois travailler dans ce domaine pendant au moins 10 ans, au moins 10 ans. Tu as besoin d'expérience, tu as besoin de sagesse, et ça ne vient qu'avec le temps. Après 1 an de travail pour quelqu'un, tu lances ta propre entreprise. Il te manque simplement la sagesse et l'expérience. C'est quelque chose que tu dois vivre, pas acheter. C'est une idée universelle. En fait, l'une de mes idées préférées, c'est le cliché comme quoi 95% des entreprises échouent. Si tu mets 10, 15, 20 ans dans un secteur, si tu te consacres à la maîtrise, je suis très confiant que ce chiffre ne s'inverse peut-être pas, mais il devient très proche d'avoir plus de chances de réussir que d'échouer. Ce que je dis toujours à mes enfants, parce qu'ils me disent « Papa, je veux lancer ce projet ». Je leur réponds « Tu n'es pas prêt, tu n'as pas d'expérience. Il faut que tu travailles dans le secteur corporate pendant au moins 10 ans. Oui, et ensuite on en reparlera. Au moins 10, peut-être 15 ans. Tu as besoin d'expérience, tu as besoin de sagesse. » Tu as un jeune de 20 ans dans ton équipe qui a gagné plus de 9000 cents en commission. Oui, alors, qu'est-ce qui le distingue de personnes qui ont des décennies d'expérience? L'engagement envers la maîtrise. Qu'est-ce qu'il fait à 20 ans? Tu peux voir qu'il est engagé dans la maîtrise? Mais qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ressemble sa journée? Il suivait la formation tout le temps. C'était toujours la même chose. Quand j'y allais, quand j'étais jeune, tu sais, c'était genre 5 minutes. Pendant que je repasse ma chemise, j'écoute des trucs pour apprendre à mieux vendre. 10 minutes en mangeant mes céréales. 15 minutes pour aller chez le chiropracteur. 15 minutes pour revenir. 10 minutes pour aller à la salle de sport. 10 minutes pour revenir. Tu sais, je passe 25 minutes pour aller au travail et 25 minutes pour revenir. Je viens d'avoir 1h20 de formation à la vente aujourd'hui. Mais tu vois, la plupart des gens disent « Je n'ai pas le temps d'apprendre ». Eh bien, qu'est-ce que tu écoutes quand tu conduis ta voiture? De la musique. Combien cette musique te rapporte-t-elle chaque mois? Rien, rien du tout. Ça te distrait.
Si tu veux écouter de la musique, fais-le le week-end. Si vous travaillez dans la vente, écoutez du lundi au vendredi quelque chose qui vous aidera à vendre davantage. Restez dans cet état d'esprit. Quel est le conseil de vente le plus toxique que tu aies jamais entendu? Le conseil de vente le plus toxique? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de mauvais conseils. Je n'aime pas quand, et je comprends pourquoi les gens le disent, mais je n'aime pas quand on dit que les acheteurs sont des menteurs. Je me dis qu'ils ne mentent que parce que vous les poussez à ne pas vouloir s'ouvrir à vous. C'est le vendeur qui les amène à vous mentir. Vous ne comprenez pas la réaction, vous voyez? Et je comprends pourquoi les gens disent que la vente est un jeu de chiffres, mais si vous continuez à marteler ça dans la tête de vos commerciaux, ils ne se concentrent pas sur l'amélioration de leurs compétences. Ils considèrent cela comme un simple jeu de chiffres et agissent mécaniquement. J'appelle ça un jeu de compétences. Imaginez Steph Curry, champion des tirs à 3 points, qui dit que c'est juste une question de chiffres, qu'il suffit de tirer autant que possible. Il n'aurait même pas été sélectionné dans l'équipe de son lycée. Steph sait que c'est un jeu de compétences. Il s'entraîne tous les jours. Il tire environ 1000 tirs à 3 points chaque jour, se concentre sur sa technique, le mouvement de son coude, de ses hanches, de son poignet. Et c'est pour ça qu'il est l'un des meilleurs. Écoutez, la vente est une compétence tellement belle, mais beaucoup de gens ne comprennent pas comment bien la pratiquer. La maîtrise repose sur l'engagement, l'influence et la persuasion. Tout le monde vend, même sans être officiellement vendeur. Vous êtes constamment en train de vendre votre start-up à votre premier employé, départ aux investisseurs ou encore des brocolis à votre enfant réticent. Oui, si vous êtes avocat et que vous essayez de convaincre le juge que votre client est innocent, vous essayez de persuader, vous essayez d'influencer. Vous savez, si vous êtes par exemple un politicien qui essaie d'obtenir des votes, vous essayez de persuader, d'influencer, vous essayez d'amener les autres à adopter votre façon de penser. Tout est dans la vente. C'est la compétence numéro 1 à maîtriser si vous voulez avancer dans la vie. Je dis toujours, vous savez, j'étais dans un podcast hier. C'est comme Elon Musk, prenez-le en exemple. Par exemple, ce n'est pas comme s'il était la seule personne à avoir eu le concept de voitures électriques. Mais la raison pour laquelle son idée a explosé, c'est parce qu'il savait mieux la communiquer, il savait mieux la présenter au public. Jeffrey Bezos n'était pas le seul à avoir eu une idée comme Amazon, mais il savait mieux la présenter. Il excellait à la communiquer, tout dépend donc de la manière de présenter son produit. Je reviens toujours à ça, dans l'esprit du prospect, ton produit ou ton service ressemble un peu à tous les autres. Ils ne savent pas tout ce que tu sais, donc tout dépend de la façon dont tu présentes cette offre. Je vais te donner une analogie. Je parlais avec mon pote, Dan Henry, un grand marketeur sur Internet, et il a donné quelques idées. Oui, Dan, je viens justement de la voir dans l'émission. Donc, c'est comme avoir 2 photos de famille. Tu as ta famille là, tu es marié, tu as peut-être des enfants ou autres, tu prends les photos de famille. Les mêmes photos identiques. Tu vas au magasin et tu achètes 2 cadres différents. Le premier cadre est impeccable, doré, il est magnifique, tu vois, posé sur la cheminée. Le deuxième cadre, vous visitez un magasin d'antiquités ou un marché aux puces. Il est un peu abîmé sur les bords, il a l'air vraiment vieux, un peu usé, il y a quelques trous et éraflures. Quelle photo vas-tu choisir? La parfaite, la parfaite. Pourtant, c'est la même photo, mais la raison pour laquelle tu as choisi celle-là, c'est parce qu'elle était mieux encadrée. C'est pareil pour ta solution ou ton offre, c'est la façon dont tu la présentes qui détermine s'ils vont acheter chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Un extrait de podcast viral montrait Jordan Belfort et Grant Cardone se disputer. J'en ai entendu parler. Tu as vu cet extrait? J'en ai regardé une partie, oui. En gros, mais c'était Grant Cardone qui disait que non n'est jamais un non. Jordan Belfort, un vendeur, a déclaré « Je ne pense pas que ce soit juste. » Genre, je suis presque sûr que parfois... Quelle était la réflexion de Grant derrière ça? Je ne sais pas. Il disait qu'il y a toujours un moyen de transformer un non en oui. Selon Jordan, il arrive un moment où quelqu'un qui dit non n'est plus considéré comme un client, contrairement à l'opinion de certains. Mais oui, je veux dire, dans la réalité, il y a la réalité. Tout le monde n'achètera pas, non. Mais Grant disait « Je trouverai un moyen de conclure avec tout le monde ». C'était un peu ça. Je sais que ça a l'air cool, mais ouais. L'essentiel, c'est que tu peux dire ce que tu veux sur ces 2 hommes. Peu importe pour moi, je crois que le plus important est de...
Je ne connais pas Grant et les autres, mais je suis certain qu'ils sont géniaux. Grant semble avoir beaucoup de succès dans l'immobilier grâce à ses talents de marketeur. Jordan est un marketeur incroyable avec diverses méthodes de vente. Sa méthode de la ligne droite aborde les tonalités et les variations de ton. Ce serait différent, mais je suis sûr qu'ils sont incroyables. Je ne les connais pas, mais ce n'était pas ma question. Quand est-ce que c'est un nom? Et non, quand est-ce que c'est un nom? Eh bien, je peux probablement le dire par leur langage corporel et leur ton. Genre, quand est-ce que tu t'en vas? Si la personne dit « mec, ça ne m'intéresse pas », c'est probablement un non. Mais ça dépend, tout est contextuel. J'aime pas donner des interprétations trop rigides. Parce que les gens veulent comprendre quand est-ce que je dois disqualifier. C'est le terme formel pour ça. La réponse serait basée sur ma lecture de leur situation. Voici ce que je dirais. Écoutez ce que le prospect veut dire, pas seulement ce qu'il dit. D'accord? Tout dépend du contexte. En personne, je peux voir le langage corporel de l'autre, qui peut me dire si cette personne n'est vraiment pas intéressée. Rien de ce que je peux faire ici ne les fera baisser leur garde. Au téléphone, je devrais interpréter leur ton. Permettez-moi de vous donner un exemple. Revenons-y un instant. Qu'est-ce qui pousse un prospect à vous faire une objection? Je vais faire une supposition. Je ne sais pas si elle est correcte. Je suppose que dans leur esprit, ils pensent que ce n'est pas pertinent pour eux. C'est l'incertitude, c'est l'incertitude. L'incertitude les pousse à avoir une préoccupation ou une objection. L'incertitude. Qui contrôle si le prospect est certain ou incertain? Ce serait le vendeur. Le vendeur, oui. Donc ce n'est pas, tu vois, beaucoup de vendeurs disent « Oh, mes prospects me donnent toutes ces objections, mais moi, je t'aime bien ». Est-ce que le prospect s'est réveillé ce matin en se disant « Tu sais quoi? Quand ce vendeur va m'appeler aujourd'hui à 15h45, je pense que je vais passer en mode combat ou fuite au bout de 35 secondes et dire « Ah, c'est bon, on a déjà quelqu'un ». Ce n'est pas une objection planifiée. C'est une objection déclenchée à cause de vous, de ce que vous avez dit et de la façon dont vous avez utilisé votre ton, ce qui les a poussés à réagir de cette manière. Donc si je comprends comment éliminer ces éléments déclencheurs, j'ai simplement un avantage sur tout le monde parce que je peux les amener à baisser leur garde. Mais je dois leur donner de la certitude. Alors, disons que tu essaies de conclure une vente avec quelqu'un et tu lui demandes « Est-ce que tu penses que ça pourrait être la solution pour toi ?» Et la personne est assise comme ça, tu es en face d'elle, elle dit « Ouais, je pense que ça pourrait. » La plupart des vendeurs font quoi? « Super, laisse-moi te montrer comment commencer. » Mais ce que j'ai entendu, même si je ne les voyais pas, c'est de l'incertitude. Leur ton vient de me dire qu'ils ne sont pas vraiment sûrs, la façon dont ils l'ont dit. Donc je dirais, tu sembles un peu hésitant quand je t'ai posé cette dernière question. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vois, le ton. Écoute le message derrière leurs mots, pas seulement leurs paroles. Tu vois, si j'essayais de conclure, il dirait probablement « Eh bien, je ne suis pas encore prêt, je dois en parler à mon conjoint. » Ou tu sais, « Je ne suis pas encore prêt, je dois y réfléchir, d'accord ?» J'aurais déclenché ça si j'avais continué à essayer de conclure. D'après eux, eh bien, je pense que ça pourrait. Je vais m'arrêter, on vient de me dire que je ne suis pas certain. Voilà ce qu'ils m'ont dit, je vais donc me pencher en arrière. Tu semblais un peu hésitant quand je t'ai posé cette question. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me le dire. Je ne suis pas, tu sais, c'est officieux. Tu sais, juste cette inquiétude concernant la ville. Genre, eh bien, j'ai juste cette préoccupation. Je suis là pour les aider à résoudre cette préoccupation. Ensuite, je conclurai sans probablement obtenir d'objection réfléchie. Ce qui n'est pas vraiment une objection en soi, mais ça, c'est encore une toute autre histoire. Et les gens vendent en virtuel, ils le font aussi. Je veux dire, le Covid a évidemment poussé les gens à vendre en virtuel, ouais. Mais je veux juste comprendre, tu as mentionné la tonalité, tu as mentionné le langage corporel. Évidemment, tu ne peux pas voir le corps si tu es sur un appel Zoom au même degré que si tu es assis en face d'eux. Tu peux en voir un peu, mais oui, un peu. Mais puis-je dire quelque chose à propos de Zoom? Je pense que la plupart des commerciaux qui vendent sur Zoom font des erreurs assez critiques qui sont vraiment mauvaises. Tout d'abord, il y a quelque chose que tu veux faire psychologiquement quand tu es sur Zoom. Tu ne veux jamais avoir ton arrière-plan flouté ou un décor différent, comme si tu avais une plage derrière toi alors que tu es assise ici. Pourquoi? Parce que, inconsciemment, la façon dont notre cerveau fonctionne, ça remonte à des dizaines de milliers d'années. Depuis que Dieu a mis les premiers humains sur cette planète, tout ça est discutable.
À l'époque, si quelqu'un avait les mains derrière le dos, il y a 10 000 ans, tu serais sur tes gardes parce que tu penserais qu'il pourrait cacher une arme. Maintenant, même si cet autre être humain est sur Zoom, notre cerveau est toujours en mode survie. Donc, si tu es sur Zoom et qu'il ne voit que le haut et qu'il ne voit rien d'autre, inconsciemment, tu leur communiques que tu pourrais cacher quelque chose qu'ils ne voient pas. Ce n'est pas comme s'ils pensaient que tu allais sortir une arme et tirer sur l'écran. Ça n'a rien à voir, mais inconsciemment, leur cerveau leur dit « Je ne peux pas faire confiance à cette personne, parce qu'il ne voit pas tes bras, comme si tu pouvais cacher une arme. » Je ne plaisante pas, c'est fou. Un de mes bons amis, Mark Bowden, est l'un des principaux spécialistes du comportement, un des plus grands scientifiques spécialisés dans le langage corporel. Il forme beaucoup de gens, il forme des membres du Parlement, de l'Union européenne, des politiciens, à utiliser les gestes des mains et d'autres choses comme ça. Et si tu caches littéralement tes bras, parce que je vois beaucoup de gens faire ça, on ne voit que leur cou, tu ne veux pas faire ça. Tu veux qu'on voit du nombril vers le haut, on appelle ça la zone de confiance. La zone de confiance, c'est du nombril vers le haut. Tout ça, c'est la zone de confiance. Je vois aussi beaucoup de gens qui sont sur Zoom au téléphone, donc on dirait qu'ils regardent vers le bas, ce qui donne l'impression qu'ils dominent la personne en face. Tu ne veux pas donner cette impression parce qu'ils vont se sentir dominés. Tu ne veux pas non plus regarder vers le haut comme ça, parce que là, tu as l'air d'avoir un statut inférieur. Donc tu dois avoir une bonne caméra, c'est important. Tu dois être bien cadré, tu dois pouvoir bouger les bras et tu dois toujours avoir un arrière-plan qui n'est pas flouté ou une scène de plage ou quelque chose qui n'est pas à toi, parce que ça communique encore une fois que tu caches quelque chose. Tu veux une belle bibliothèque, comme tu as ici, avec des livres ou quelque chose qui montre que tu as une certaine sagesse qu'ils n'ont peut-être pas, inconsciemment. Donc à chaque fois que tu me vois faire des vidéos ou des formations virtuelles, qu'est-ce que tu vois derrière moi? Je ne sais pas si tu as déjà vu mes vidéos, mais tu verras 2000 livres derrière moi, j'ai toute une bibliothèque derrière moi. Je sème inconsciemment l'idée que j'ai des connaissances que tu n'as pas, ce qui est vrai, mais je le transmets par mon arrière-plan. Et je ne fais pas ça contre eux, je fais ça pour eux. Tout ce que tu fais, tout, c'est pour eux. Oui, pour influencer. Mais je ne vois pas l'influence comme quelque chose de mauvais, je vois l'influence comme quelque chose que je fais pour eux. C'est vraiment ça. Si je ne peux pas communiquer et présenter mon message assez clairement, j'ai une obligation morale d'aider ces personnes, parce que si je ne les aide pas à mieux vendre, qui le fera? S'ils continuent à vendre comme ils l'ont toujours fait, qu'est-ce qui va se passer? La même chose qu'ils ont toujours eu. Donc si je ne peux pas les influencer pour qu'ils baissent leur garde et qu'ils s'ouvrent à l'idée qu'ils doivent maîtriser tout ça, rien ne changera jamais pour eux. Et à cet instant, je ne leur suis d'aucune utilité. Peux-tu simplement donner quelques connaissances sur ce que signifient certains langages corporels? Que signifie une certaine tonalité si le client te la renvoie ou s'il parle d'une certaine manière? Ce podcast a principalement abordé la façon dont tu dois te comporter en tant que vendeur. Ouais, mais comment tu les lis? Comment tu les comprends? Ouais, donc l'exemple que je viens de donner, le ton du prospect serait un exemple. Disons que je suis en personne et tu sais, je rencontre dans une salle de réunion, il y a 10 décideurs. J'en ai déjà 2 de mon côté, 2 cadres dirigeants, ce sont mes alliés. Il me reste 8 personnes pour qui c'est leur 5e présentation de la journée, tu vois, c'est jeudi. Ils reçoivent tous les fournisseurs. Ils ne me connaissent pas du tout, d'accord? Et disons que je fais ma présentation et là-bas, dans le coin 9 sièges plus loin, je vois Karine qui fait ça, tu sais, je passe la dernière diapositive et elle lève les yeux et fait comme ça. Comme ça. Ça vient de me dire qu'elle n'a pas compris quelque chose que je viens d'expliquer, ou qu'elle n'est pas d'accord, ou qu'elle a une inquiétude. Maintenant, si elle fait juste ça, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est fermée. Peut-être qu'elle a froid, tu sais, ça dépend. Si elle me donne beaucoup de signaux comme ça, alors oui, elle est fermée. Mais juste parce qu'une personne croise les bras, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est fermée. Pas forcément, elle peut juste avoir froid ou elle peut s'ennuyer à mourir, tu vois. Donc il faut faire attention à ça. Mais si elle fait comme ça, eh bien, qu'est-ce que la plupart des vendeurs feraient? Ils continueraient à la présentation en espérant et en priant que quelque chose qu'ils vont dire va la convaincre. Mais pas moi, si elle a une inquiétude, parce que quand je vais quitter cette pièce, ils vont toujours être là et ils vont discuter, et elle pourrait commencer à les influencer à propos de quelque chose qui la préoccupe.
Je peux le voir, tu sais, à son langage corporel. Donc je vais arrêter la présentation et dire « Hé, Gretchen, tu semblais hésitante quand je suis passé à travers. Tu ne vas pas être mortifiée de faire ça, tout dépend de la manière dont tu le fais. » Si je dis « Hé Gretchen, tu semblais un peu… » Là, elle serait mortifiée. Mais si je dis « Hé Gretchen, oui, tu semblais un peu hésitante quand je suis passé à la diapositive 14. » Qu'est-ce qui se cache derrière ça, juste pour que je comprenne? Un ton préoccupé et empathique. Elle se sent désormais à l'aise grâce à mon empathie et ma préoccupation pour elle. Tu semblais hésitant lors de la dernière diapositive. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ton préoccupé. Je remarque ton hésitation. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle risque de se mettre sur la défensive. Tu vois, parce que je veux qu'elle exprime cette préoccupation. Je dois la faire sortir d'elle. Maintenant que je suis là, tout le monde va l'entendre de toute façon. Je peux maintenant répondre, passer à autre chose et les aider à conclure. Ce sont de petits signaux du langage corporel. Pour montrer à quelqu'un que vous vous souciez de lui, vous pouvez mettre votre main sur votre poitrine. Qu'est-ce qui vous retient vraiment? C'est un signal du langage corporel qui montre que tu t'en soucies. Ils ont de l'empathie. Il existe de nombreuses situations différentes, comme lors d'un appel Zoom où la caméra de l'interlocuteur est éteinte. La liste pourrait être longue. Je m'assurerai qu'ils ont leur caméra allumée. Beaucoup de gens sont bizarres quand ils font ça. Ils se connectent sans allumer leur caméra et disent « Peux-tu allumer ta caméra? J'aime voir avec qui je vais travailler. » Et les gens se disent « Oula, c'est bizarre, donc tu dois un peu jouer le jeu. Donc si tu te connectes, tu sais quoi? Désolé. » Tout ce que tu fais est à leur service. Et tout ce que tu fais, y compris la façon de les amener à allumer la caméra, est une micro-vente. Ouais, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Tout est ainsi. Donc tu ne leur ordonnes pas d'allumer la caméra. Non. Tu leur vends l'idée d'avoir une caméra. Je les influence, oui, parce qu'elle est là pour les aider aussi, oui. Donc si je peux les voir, je peux mieux lire leur langage corporel. Sans langage corporel, c'est bizarre de parler à un écran noir. Ce serait étrange. Donc quand ils se connectent, je pourrais dire « Vous me voyez ?» Je ne vous vois pas. Votre vidéo est cassée. En faisant ça, souvent les gens disent juste « Oh non, non » et ils vont juste allumer parce qu'ils se sentent gênés, d'accord? 80% du temps, ils vont juste allumer parce qu'ils se sentent littéralement gênés. Et c'est comme « Oh non, j'aime pas allumer ma caméra ». Eh bien, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu es encore en pyjama à 15h30 ou 15h30 de l'après-midi, Georges? Souvent, ils vont juste rire et l'allumer. Mais je dois utiliser un ton joueur à ce moment-là, genre « Qu'est-ce qui se passe? Tu es en pyjama à 15h30 de l'après-midi. » Bizarre, hein? Tu vois, c'est comme ça que tu utilises ton ton. C'est là qu'un ton joueur intervient. Où tu joues avec eux, tu n'es pas le clown de la classe, mais tu es un peu sarcastique, juste pour faire rire les gens. C'est une technique pour désarmer. Je pourrais rejoindre un appel dans certains secteurs où j'ai affaire à beaucoup de propriétaires d'entreprises. Je pourrais dire, tu sais, je commence à parler comme « Eh ouais, j'apprécie vraiment, tu sais, ton ouverture ici, parce que tu serais surpris. Je viens juste de raccrocher avec une autre entreprise, on a parlé pendant 20 minutes, et ils étaient tellement fermés d'esprit et émotionnellement fermés. Tu sais, ceux qui sont fermés eux-mêmes ne réussissent jamais. » Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je les ai placés dans un cadre d'identité où ils ne vont pas se fermer parce qu'ils ne veulent pas ressembler à ces gens qui ne réussissent pas. Incroyable. Tu vois comment j'ai fait ça? Donc je les sors déjà du cadre d'être fermés. Je les défais de ce cadre et je les replace dans le cadre d'être ouverts. Donc il y a toutes ces choses que tu fais pour les aider parce que si je n'arrive pas à les faire s'ouvrir, s'ils restent fermés, je ne peux pas vraiment les aider, tu vois? Beaucoup de gens disent « Oh, tu sais, Jérémy, j'ai juste du mal. Je n'aime pas poser des questions où ils parlent de leur douleur parce qu'ils deviennent trop émotifs. » Je leur dis « Eh bien, malheureusement pour eux, c'est vraiment dommage parce qu'ils n'achèteront pas chez toi. Si tu ne les aides pas à revivre leur douleur et à craindre une douleur future, ils ne ressentiront pas le besoin de changer. S'ils ne ressentent pas le besoin de changer, ils n'achètent pas. Si tu te sens mal à l'aise, tu leur fais du mal. Tu sais, je ne le fais pas contre eux, mais pour eux. Je leur fais ressentir leur douleur car cela les pousse au changement, et je le fais pour eux. Par exemple, si je venais ici tout de suite avec une masse et que je t'écrasais la rotule, tu ressentirais beaucoup de douleur. Tu veux changer rapidement et consulter un médecin. Mais si je me promène avec une masse et un air bizarre, je suis comme un étranger. Maintenant, tu ressens la peur d'une douleur future et tu veux t'éloigner de cette douleur. Tu vois, la peur d'une douleur future t'a poussé à vouloir changer. La peur et la colère sont les principaux moteurs émotionnels suivis du plaisir.
Dernière question pour conclure. Mais avant d'y arriver, où veux-tu que les gens aillent pour se connecter avec... Toi, dis-leur simplement de le suivre sur Instagram, de suivre mon compte vérifié, Jérémy Limineur, de suivre ce compte vérifié. Et d'ailleurs, mon équipe va donner à tout le monde ici notre toute nouvelle version du NAPQ Black Book of Questions. Nous vous offrons la version numérique gratuitement. Pour la version physique, il faudra payer les frais de port d'environ 10 €. Pouvez-vous me fournir un lien? Peut-être que j'en ai un. Je vais t'en donner un. Je vais prendre un lien de ta part. Pour obtenir la version numérique, envoie un service de messagerie courte au 48 06 37 29 44. Ils prendront tes informations à partir du message pour te l'envoyer. Si tu veux la copie physique, tu payes juste les frais de port, mais fais-le. À ce numéro, ils peuvent également nous interroger car moi et une dizaine de nos formateurs en vente nous enfermons dans une salle de conférence pendant environ 1h30 chaque jour. On répond aux questions des gens. C'est sympa. Envoie-nous un texto si besoin. As-tu un lien? Je pourrais le mettre dans les notes de l'émission et on enverra tout avec le numéro de téléphone. Oh, tu veux juste le numéro de téléphone? Les numéros? Eh bien, ils peuvent me suivre sur Instagram. Je vais te donner mon pseudo et ils pourront simplement nous envoyer un message à ce numéro. C'est un numéro qui va directement à mon équipe, les personnes qui s'occupent du Black Book, ouais. De tout ce que tu as appris au cours de ta carrière, j'aime poser cette question car elle révèle la leçon la plus importante que vous avez apprise, que ce soit dans la vente ou dans la vie. Si tu ne pouvais transmettre qu'une seule leçon à tes enfants, quelle serait cette leçon et pourquoi? Le succès n'est qu'un choix. Il suffit de bien choisir. Le succès est simplement un choix. C'est vous qui décidez si vous allez réussir ou non. Personne ne vous oblige à échouer. Vous devez faire certaines choses pour réussir. Vous devez apprendre et assimiler ce que vous apprenez. La plupart des gens font l'inverse. Soit ils apprennent sans passer à l'action, soit ils agissent sans jamais apprendre, menant ainsi à l'échec. Il est difficile d'échouer quand on acquiert les compétences nécessaires à la réussite. Il est facile d'échouer quand on n'acquiert pas les compétences nécessaires à la réussite. Et je pense que beaucoup de gens, c'est cette culture du hustle. Je sors juste et j'échoue. Il faut échouer 17 fois avant de réussir. Mais qui a envie d'échouer? Pas moi en tout cas. Je veux apprendre des compétences qui me permettent d'avoir les connaissances pour réussir. Si j'acquiers des compétences avancées auprès de personnes qui ont déjà maîtrisé ce que je veux faire, la probabilité que j'échoue est vraiment très faible. Mais si je ne maîtrise pas ces compétences, si je me contente de bricoler, la probabilité d'échouer est très très élevée. C'est ça la différence.